Donc, comme vous m'aviez présenté, ce travail s'inscrit donc dans les premières analyses d'une première année de thèse réalisée en temps partiel, donc là je suis en deuxième année, et autour de la question et de l'hypothèse, y a-t-il un geste féminin de conservation et de transmission du militantisme antinucléaire? Et pour ce faire, je m'appuie sur la constitution d'un corpus d'archives militantes, la cartographie de lieux de conservation et l'utilisation de la méthode sociologique par la réalisation d'entretiens et d'observations participantes. Pour recontextualiser, j'entends par militantisme antinucléaire tout mouvement, action ou manifestation d'opposition individuelle ou collective à l'utilisation de la technologie du nucléaire, qu'elle soit militaire ou civile, et peu importe les rattachements politiques et les motivations des individus. Pour cette analyse, je me suis appuyée sur une analyse comparée des procédés filmiques de deux luttes antinucléaires emblématiques qui sont Fessenheim et Plogoff dans des territoires différents, avec la spécificité qu'il y a une lutte qui a échoué au sens où le projet de nucléarisation a eu lieu et un succès où le projet de nucléarisation du territoire n'a pas eu lieu. Donc Fessenheim, la lutte antinucléaire de Fessenheim a débuté en 1969, dès l'annonce du projet de nucléarisation de la plaine du Rhin, avec la construction d'une centrale à Fessenheim, mais pas seulement, également à Wil et à Kaiserhochst, donc qui sont en Allemagne et en Suisse. Et c'est une lutte qui bénéficie d'une coalition transnationale avec l'appui des militants allemands et suisses autour d'un même dialecte qui est le dialecte alémanique. Et donc, tandis que les projets allemands et suisses n'ont pas eu lieu, Fessenheim a bien été en activité donc de 1978 à 2020. Pour ce qui est de Plogoff, c'est aussi une lutte très emblématique, notamment du fait de sa forte médiatisation dans les années 1980, qui, elle, débute dès l'annonce des projets d'enquête publique, qui est une procédure d'urbanisme française permettant d'exproprier des particuliers sur des parcelles en cas d'intérêt public constaté. Elle commence en 1974 et se termine en 1981 à l'annonce de l'élection de François Mitterrand s'agissant d'une des promesses électorales. Donc, dans un premier temps, et afin de répondre à cette problématique, nous débuterons par une tentative de définition du militantisme antinucléaire au féminin à partir de représentations dans des archives audiovisuelles, puis sur l'attribution ou non du geste de mise en mémoire au genre féminin. En effet, on se rend compte que dans le cadre du militantisme antinucléaire féminin, il y a une double performativité qui se met en place, qui est à la fois celle du genre féminin et celui du militantisme antinucléaire. Et donc, on pourrait se demander si cette opposition militante féminine relève plus d'une singularité militante des femmes ou bien si le militantisme antinucléaire présente une forte majorité de militantes. Pour autant, on constate que la prise de position des femmes dans l'opinion publique surprend. L'activisme des militantes antinucléaires est en lui-même un argument rhétorique dans les médias, ce qui peut être vu alors comme un activisme politique ou un engagement politique est présenté comme un geste naturel des femmes pour préserver son environnement et celui de ses enfants. Donc là, nous avons les trois guêpes de Fessenheim, qui est le surnom donné par les médias à trois femmes militantes qui sont Françoise Buchet, Annick Albrecht et Esther Peter Davis. Elles ont été surnommées comme cela parce qu'elles piquent, c'est pourquoi on les surnomme les guêpes de Fessenheim. Et elles sont mises en avant notamment pour la brochure qu'elles ont réalisée qui s'intitule Fessenheim, vie ou mort de l'Alsace, qui était destinée à sensibiliser les populations locales habitant aux alentours des projets de nucléarisation de Fessenheim et d'organiser des débats publics en Alsace dans le Haut-Rhin. Et donc,
en faisant l'ensemble de ces débats-là, elles ont su attirer la presse locale, alors que c'est un militantisme qui a aussi connu d'autres participations que sont celles du comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin et d'autres tendances politiques. Donc, en 1970, donc, elles sont interrogées sur ces questions-là, et notamment sur le progrès qui est censé être amené par le nucléaire, et ce qui est mis en avant par ces femmes-là, au prix justement d'un effacement d'autres types de militantisme antinucléaire, c'est vraiment d'une question de survie, car, je cite, ce n'est pas un progrès que d'attenter à la vie. Donc ça, c'est ce que dit Françoise Buchet dans cette interview pour Alsace Panorama en 1971. Et donc cette participation très accrue des femmes, on le retrouve aussi à Plogoff, notamment dans l'ouvrage Les femmes de Plogoff, qui est un ouvrage réalisé par René Conan et Annie Laurent, donc, qui ont réalisé des entretiens sociologiques un an après le cœur de la manifestation, où il y a eu de grosses altercations avec les forces policières. Et ce qui les intéressait à ce moment-là, c'était de mettre en avant comment des femmes, et plus particulièrement des mères et des grands-mères, intervenaient dans la lutte antinucléaire pour s'opposer à la procédure de déclaration d'utilité publique. Et ce qui les motivait, c'était de soutenir des militants mineurs, des enfants, des petits-enfants qui, eux, s'opposaient directement aux forces policières. Et donc, elles faisaient barrage avec les forces policières. Donc, je vais poursuivre aussi sur la tendance écoféministe du mouvement antinucléaire, puisqu'il y a un rapprochement entre l'intervention de ces femmes-là à la protection de l'environnement, ce qui est vraiment très caractérisé donc, par le roman de Xavier Gauthier, qui est mieux connu pour avoir tenu le journal Sorcière dans les années 70-80, qui est un journal écoféministe. Et elle fait ce parallèle entre la grossesse qu'elle est en train d'avoir et l'avenir des enfants qui est en train d'être détruit, et notamment de son enfant, avec la pollution de la mer et du territoire de la Hague, parce qu'il y a un projet donc, de centre de traitement des déchets radioactifs. Donc au final, on a vraiment une surreprésentation de femmes à tendance plutôt d'ailleurs cisgenre et hétérosexuelle, et garante d'une vision familiale. Et donc dans un deuxième temps, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'était de savoir si la question de la mise en mémoire et de ce geste militant était propre au genre féminin. Et donc pour cela, je me suis appuyée sur les films d'époque, ou les archives audiovisuelles de deux fonds, qui sont dans un premier cas le fonds Solange-Fernex, qui est le premier terrain que j'ai investi lors de mon mémoire. Et ce qui était à la genèse de cette hypothèse, c'était que je me suis rendu compte que les principales actrices de la conservation des archives de ces documents et des documents antinucléaires étaient des femmes. Et ce sont elles qui ont déposé principalement leurs archives ou les archives des collectifs auxquels elles appartenaient. Et quand je les ai interrogées, la principale motivation portait sur le fait de transmettre la lutte aux générations futures, de sorte que jamais on oublie que des personnes se sont opposées à ces technologies, de la même manière qu'elles ont participé à la lutte. Elles la font vivre et elles la font représenter en l'écrivant, mais aussi en la filmant.
Donc Solange Fernex, c'est une militante pour les droits de l'environnement, eurodéputée et pionnière de l'écologie dans les années 1970 en Alsace. Elle est principalement la source de toutes les images de la lutte antinucléaire du Dreieckland. Donc le Dreieckland, c'est le nom donné à la région du Rhin qui est entre 3 pays, donc qui sont la France, la Suisse et l'Allemagne. Et ces images-là ont été réalisées à partir d'une caméra Super 8. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui le fonds Solange Fernex représente qu'une seule partie des archives de Solange Fernex et est principalement concentré sur donc, des bobines de films Super 8 collectées par un centre d'archives communautaires, les Archives Social Bewegungen à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, et qui a ensuite après bénéficié d'un projet européen de valorisation du patrimoine qui est un projet Interreg à travers donc, le projet Rinedit, qui était en collaboration donc, avec la Cinémathèque régionale des films amateurs d'Alsace et de l'Université de Strasbourg. Ce qui est d'autant plus intéressant dans les films de Solange Fernex, c'est de se rendre compte que c'est à partir des bobines et de la caméra, au prix où coûtaient des bobines et au prix où coûtait une caméra, elle a choisi de filmer ces événements-là plutôt que des films de famille qui sont plus habituels chez certaines femmes. Et de se dire que non seulement elle les a filmés, elle les a développés, elle les a montés et qu'elle les ait ensuite sélectionnés pour les faire conserver au Centre des archives des mouvements sociaux. Son époux étant décédé il y a peu, il est possible que d'autres bobines soient conservées par ses enfants ou le restant de la famille, mais pour le moment, c'est ce que je vais essayer de chercher à savoir. Ensuite, il y a encore une autre couche qui est de sélectionner ces documents-là pour les numériser et faire partie d'un projet de recherche, donc comme valorisation du film amateur comme ressource historique. C'est en visionnant donc, ces images-là qu'on se rend compte aussi que parfois certaines bobines sont des copies d'autres. Donc il y a aussi l'hypothèse qu'on est plusieurs à formuler autour de si ces bobines circulaient en terrain militant pour justement être vues à une époque où la télévision ne représentait clairement pas des affrontements de violences policières. Quand elle filme Malvine, ce qui compte pour elle, c'est de montrer les violences policières dont elle a été témoin. Elle écrit j'étais au premier rang, je filmais avec ma petite caméra, j'ai vu démarrer les coups, je ne sais pas qui a commencé, les CRS ou les manifestants. Les cocktails Molotov venant du camp des manifestants auraient très bien pu être lancés par des agents provocateurs, c'était terrible. Et pendant plusieurs décennies, ces événements sur les mouvements d'opposition alsaciens sont vraiment restés connus dans les cercles restreints des cercles militants. Et ce n'est que assez récemment, avec le soutien d'universitaires, qu'il y a eu un regain d'intérêt historique et une réactivation de la lutte autour des discours présidentiels sur le nucléaire. Ensuite, toujours si on s'appuie sur des films dits d'archives, Plogoff a été très couvert médiatiquement, mais a été filmé par plusieurs photographes, sociologues, militants, notamment Brigitte Chauvet avec l'affaire Plogoff, mais surtout Plogoff des pierres contre des fusils des époux Le Garec, donc Nicole et Félix. Et aujourd'hui, ces militants les qualifient de films d'archives, mais parfois même de films d'anciens combattants, tant ils montrent l'affrontement entre les violences policières. Et ce qui est motivé par Nicole Le Garec, qui, dans la réalisation du film de Plogoff,
c'est de montrer des luttes locales en lien avec des bouleversements sociaux et la peur d'une perte de tradition et de paysages bretons. Son époux, Félix, assurait la partie visuelle et elle, la réalisation. Comme beaucoup de familles du Cap Sizun, ils ont laissé leurs enfants en autonomie pour manifester. Et pour faire ce film, ils ont dû louer une caméra 16 mm qu'ils n'avaient pas, acheter les pellicules, et c'était de l'argent qu'ils n'avaient pas, donc ils ont hypothéqué leur maison. Donc c'est vraiment très spécifique pour des personnes d'un point de vue économique que de se dire qu'on va hypothéquer sa maison pour réaliser un film sur la lutte antinucléaire. Heureusement pour eux, le film a tout de suite eu du succès, notamment par la population locale, et il a été diffusé dans tous les petits cinémas de Bretagne et des festivals. Et en fait, ce choix du format vidéo, il a été fait par Nicole Le Garec, parce qu'à la base, Félix était un photographe. Et donc dans leur premier projet photographique ensemble, ils réalisaient des reportages photographiques qui diffusaient sur diapositives. Et sauf que en fait, Félix Le Garec s'est vraiment fait mal au dos. Et c'est Nicole qui a décrété qu'il fallait que ça soit un format vidéo pour ne pas avoir à se baisser lors de la diffusion de ces diapositives-là. Ce qui importait pour eux, c'était de pouvoir faire des diffusions des images avec des projections directement dans les villages concernés de Bretagne. Et ce qui m'amène à une considération sur la question du soin porté aux luttes et du soin porté aux archives. À partir de l'ouvrage « Le soin des choses politiques de la maintenance », Jérôme Denis et David Ponty reviennent sur ces petits gestes invisibles qui participent à la maintenance et à l'immuabilité des choses que l'on conserve. La question aussi de la valeur des choses, qu'elles soient pas que économiques et historiques, mais aussi affectives. Ils mettent en parallèle cette vision issue des Repair and Maintenance Studies, mais appliquée à des objets dans une perspective sociologique. Des lignes de métro parisiens à une horloge du XVIIe siècle, il montre que cette danse de la conservation repose sur l'image qu'on a de l'objet et de la façon dont on veut le transmettre aux générations futures. C'est à ce moment-là que la mémoire entre en jeu. Quelle mémoire nous activons pour préserver les objets et les archives de lutte, celle du patrimoine audiovisuel ou du patrimoine militant? Certains militants regrettent que ces images soient utilisées à faire valoir des intérêts individuels et personnels. Et c'est pour ça que je vais terminer sur deux films qui reprennent des films d'archives et qui font des présentations presque biographiques, voire hagiographiques, de Solange Fernex, mais aussi des militants de Plogoff. Et donc autour de deux documentaires. Donc, le premier documentaire qui est La petite étincelle de Daniel Koch, réalisé en 2014, mais dont les images ont été filmées peu de temps avant le décès de Solange Fernex, qui était atteinte d'un cancer. Et aussi donc le film de Laure-Dominique Agnel, intitulé Plogoff, mon amour, mémoire d'une lutte, qui reprend le nom d'une association dédiée à la valorisation de la mémoire militante antinucléaire de Plogoff. Et donc pour ces deux personnes, l'intérêt était de mettre en avant ces films d'archives, mais aussi et surtout de mettre en avant le militantisme. Et donc en fait, il ne s'agit pas non de films d'histoire ou scientifiques, mais de films de mémoire militante. Je terminerai la présentation de ces documentaires par la citation que j'ai eue de l'entretien avec Laure-Dominique Agnel, qui elle-même était une réalisatrice antinucléaire et qui disait à propos de ce film qu'elle voudrait d'autres Plogoff et d'autres luttes. La poursuite de mon travail consistera dans un élargissement de cette étude comparée sur différents types d'archives, non pas que audiovisuelles, mais aussi écrites et administratives.
et de remettre un peu en question parfois l'essentialisme qu'il peut y avoir au niveau de l'écoféminisme, et de faire en sorte que les femmes, ce soit elles qui prennent en charge la mémoire. Peut-être essayer de remettre un peu en question cette hypothèse-là aussi, d'autant que le mouvement antinucléaire est pluriel et avec différentes tendances politiques. Je vous remercie de votre attention.